tête de Roberto Succo, le tueur aux yeux de glace. 26 février 1988, 21h30. Francesca! Francesca, où es-tu, Francesca? Mani sulla testa! Sei tu, Roberto Succo? Oh, c'est André Colin, je suis français. Je connais pas de Roberto, lâchez-moi, vous me faites mal. Francesca, je t'aime! Francesca! 2 avril 1962. Dans un petit appartement de Mestre, en banlieue de Venise, naît Roberto, fils de Marisa et de Nazario Succo. Élevé à la dure par une mère autoritaire qui l'obligeait à l'appeler Marisa et non Mama, et un père que son travail de policier tenait éloigné de leur foyer, Roberto devient rapidement un enfant vif et curieux, mais déjà brusque et très colérique. Quelle responsabilité aura la mère dans la future psyché cabossée de son fils ? Nul ne le sait avec certitude, mais sans doute que les graines qui germèrent plus tard, explosant en une gerbe de haine et de violence, n'étaient pas nées avec lui. 1978. Bien que jugé intelligent par ses professeurs, Roberto expérimente les renvois en série. Il se bat avec les autres garçons, crache sur les filles qu'il méprise et injurie. Un professeur le surprend un jour à dessiner des croix gammées dans un cahier. Il est encore une fois renvoyé, avant d'être expulsé définitivement. Il commence à disséquer des petits animaux vivants, se balade avec des couteaux en poche, tyrannise les passants qui ont la malchance de le croiser en rue. Mais bientôt, tout change. Roberto obtient son permis de conduire et il est ivre de joie. C'est la liberté. Il conduit la voiture de son père qu'il bichonne et couvre d'un œil jaloux, gare aux voisins qui s'en approcheraient de trop près. Marisa, elle, observe cette passion juvénile avec jalousie, cette maudite voiture qui prend tout son temps libre à son fils unique. Elle la hait, elle la vomit. Le jour où Nazario et elle entravent la voiture dans le garage, Roberto se met à hurler. « Si vous recommencez un truc pareil, je vous tue !» 9 avril 1981. Le dragon est mort. Je l'ai tué. C'est un peu comme un accident, non ? J'ai voulu me percer le cœur et elle a hurlé. Non, Roberto, pas ça. Donc j'ai dit, je prends la voiture, mes affaires et je pars. Mais elle a crié encore. Roberto, si tu fais ça, j'en mourrai. Je ne peux pas vivre sans toi. J'en mourrai, tu m'entends ? Alors, mon bras est parti tout seul, comme un ressort. J'ai frappé, mais elle refusait de mourir. Tout était rouge. Malgré ça, elle s'agrippait à mes vêtements. J'ai été obligé d'aller chercher mon piolet d'escalade, mais même après les coups de piolet, elle se traînait encore sur le sol. J'ai eu peur, tellement peur qu'elle soit comme un démon, immortel. Et si elle n'arrêtait jamais de se mettre entre le monde et moi, de me gifler, puis de m'embrasser, puis de me gifler encore. Alors, j'ai rempli d'eau la baignoire, et je l'ai jetée dedans. Il fait calme maintenant. J'ai moins mal à la tête, mais j'ai envie de vomir. Cette odeur. Mon père va pas tarder à rentrer. Lui, c'est la deuxième tête du dragon. S'il reste, le dragon sera pas vraiment mort et il me regardera toujours. Je dois le tuer aussi. 11 avril 1981. Nazario! C'est nous, Mario et Massia. T'es pas venu travailler aujourd'hui, t'es malade? Nazario? Quand les collègues de Nazario pénètrent de force dans l'appartement, ce qui les frappe immédiatement, c'est l'odeur. Celle indéniable et reconnaissable entre toutes, de la mort. Il y a du sang partout, mais une trace surtout, épaisse et presque noire, traverse le logement jusqu'à une porte close. Lorsque Massia entre, l'air est tellement vicié qu'il en paraît presque solide. Les yeux écarquillés, il ne comprend pas tout de suite ce qu'il voit. Une baignoire remplie, ce qui ressemble à un dos large et des jambes qui flottent dans un liquide brunâtre. Il est incapable de faire le moindre mouvement. Il voit Mario entrer dans la pièce, ses lèvres remuées,
Mais il n'entend pas un seul son. Ses oreilles sifflent. L'air lui manque. Mario se précipite jusqu'à la baignoire pour secourir Nazario, le hisser hors de là, sur le tapis de bain, sans que lui-même n'esquisse un seul geste pour l'aider. Le visage de Nazario est méconnaissable, mais il sait que c'est lui. Il reconnaît ses chaussures et la boucle de sa ceinture, celle dont tout le commissariat s'est foutu parce qu'elle ressemblait à une boule à facettes. C'est alors que son regard tombe sur ce qui se trouvait sous le corps de Nazario, un visage défiguré et un corps tordu, remonté à la surface, car libéré du poids de son mari, Marisa. Bien des années plus tard, il avouera d'ailleurs à sa femme qu'il voit chaque soir les yeux morts et grands ouverts de Marisa dès qu'il ferme les siens pour s'endormir. 12 avril 1981. Roberto est en cavale et armé. Avant de partir, il a pris un pistolet dans le râtelier de son père. Déboussolé, incapable de prendre des décisions réfléchies, il fonce à travers les campagnes toscanes. Il est passé par chez un oncle, à Guédi, à qui il a raconté qu'il était dans le coin pour la visite d'une exposition. Ensuite, il a mis le cap vers Padoue, où il ne connaît personne, et enfin, il reprend la direction de Mestre, sans même se demander si les corps de ses parents ont été découverts. Arrivé devant la porte de l'appartement, scellée par la police et couverte de rubalises, il est repéré par la voisine de palier qui a à peine le temps d'appeler la police qu'il a déjà disparu. Car, apeuré, Roberto a pris la fuite vers le Frioul, non sans avoir au préalable volé des plaques de voiture. Mais lors d'un arrêt dans une pizzeria, des carabiniers repèrent la voiture suspecte sur le parking. Ils se cachent et attendent qu'il sorte pour le plaquer au sol, alors que Roberto tente de dégainer son pistolet, puis de les mordre. « J'ai rien fait! C'est une erreur judiciaire, je suis un agent secret, vous grillez ma couverture !» Lors du trajet retour vers Venise, éperdu, fou de rage, il lance ses jambes contre le volant, manquant d'envoyer la voiture dans le décor. Il est déterminé à mourir et le conducteur n'a que le temps de redresser la trajectoire pour éviter l'accident. Arrivé à destination, il est interrogé, puis rapidement mis en examen pour double homicide, vol, port d'armes illégales et outrage à agent. Mais son comportement erratique, ses remarques confuses, son absence totale de remords attirent l'attention du juge nommé sur l'affaire. Examiné par les psychiatres, il est finalement déclaré schizophrène et irresponsable de ses actes. Considéré comme dangereux, il est interné dans un hôpital psychiatrique pour fous criminels à Reggio nell'Emilia, au nord de Bologne, un endroit vétuste et sordide à la réputation désastreuse. Là-bas, abruti de somnifères sans aucun suivi psychiatrique. Indifférent à tout, Suko fera vite partie des ombres qui peuplent l'endroit. Ni vivant, ni mort. Longtemps son sort n'intéressera personne. Jusqu'au jour où l'aumônier de l'asile, Don Amos, décide de le prendre sous son aile, dessous laquelle Roberto apprend à travailler, à prier et surtout à étudier. 1985. Grâce aux progrès réalisés sous l'égide de Don Amos, Suko accède à un régime de semi-liberté qui lui permet d'entamer des études de géologie à l'université de Parme. Il lui est permis de suivre les cours durant toute la semaine, de fréquenter la bibliothèque et même de déjeuner au restaurant universitaire. Mais si certains camarades l'acceptent sans poser de questions, d'autres font vite le rapprochement avec le double meurtre commis 5 ans plus tôt, lequel avait fait la couverture des journaux nationaux. Reconnu par ses pairs, il suscite une curiosité malsaine, de la peur et même des blagues de mauvais goût. Suko en ressent de la haine, perd le sommeil et se plaint auprès du psychiatre de permanence. Ils se rendent pas compte que si je voulais, je pourrais les écrabouiller comme des cafards. Je supporte plus qu'on me rappelle ce qui s'est passé. De toute façon, j'étais pas vraiment là. Je me tue à vous le dire, c'était comme dans les films, à la télé. « 17 mai 1986. Inexplicablement, Roberto Suko réussit à faire le mur. Il est alors déclaré comme évadé par l'hôpital psychiatrique et mollement recherché par la police de Reggio. On suppose qu'il sera vite repris et d'autres affaires réclament l'attention des autorités. Mais alors que tous pensent qu'il se terre dans la région, sans argent,
Sans papier d'identité, Soko fait échec et mat. Quelques jours plus tôt, il avait retiré 100 000 lire à l'Economa et réussi à se faire établir une carte d'identité à la mairie de Reggio en prétextant un vol. Et en ce 17 mai 1986, il file vers Menton, en France. 3 avril 1987. Alors, adjudant, qu'est-ce qu'on a ici? Bonjour mon capitaine. Homme blanc de 38 ans. Il s'appelait Castillo, André. Policier à Chambéry. Son portefeuille était dans la poche arrière de son jean. C'est son voisin qui a trouvé le corps. Et qui nous a appelés. Son voisin? Oui. La victime habitait à 50 mètres d'ici, mon capitaine. Cause probable de la mort? Une balle en pleine gorge. Apparemment tirée à bout portant. Le corps n'a pas été déplacé? Pas qu'on sache, mon capitaine. Il gisait là, derrière sa voiture, avec le moteur qui tournait encore. On a fouillé le véhicule? Oui, mon capitaine. Mais on n'était pas les premiers. Quelqu'un est passé avant nous, probablement le tueur. Et on a un sacré problème sur les bras. Quoi? En plus d'un corps d'un agent de police refroidi en pleine rue? Castillo portait toujours une arme de service, mon capitaine. Un revolver Manurin, et il a disparu. 4 avril 1987, 4 heures du matin. Un jeune homme brun aux yeux clairs, à bord d'une Renault 20, cause un carambolage sur la rocade d'Aix-en-Provence et braque ensuite son arme sur un autre conducteur, l'obligeant à descendre de sa R5 avant de prendre la fuite à son bord. Un détail donné aux policiers par le conducteur lésé les alerte. Le braqueur traînait un grand sac plastique, visiblement très lourd. Or, dans les environs, la nuit a été chargée. 5 villas cambriolées dans un périmètre restreint. De plus, après vérification, il s'avère que la Renault 20 a été volée à Manosque quelques mois auparavant, et lorsque les policiers ouvrent le coffre, ils y découvrent un véritable arsenal en fusils et en munitions, ainsi qu'une foule d'objets hétéroclites, des montres, des pendentifs, une télécommande, un porte-monnaie et de vieux journaux. 5 avril 1987. Karim, un voleur à la petite semaine, arrêté chez lui par la police, admet lors de son interrogatoire avoir piqué une carte d'identité dans une Renault 20 garée près de chez lui la semaine précédente. Or, sur la carte d'identité, clairement falsifiée, la photo montre un jeune homme brun aux yeux clairs dont le nom n'est pas affiché. 27 avril 1987. 3 semaines plus tard, toujours dans la région d'Annecy, un homme signale la disparition de sa femme. Elle s'appelle France Voudine. France est une professeure de piano âgée de 30 ans que son mari, Bernard, a attendue en vain dans un restaurant d'Annecy où ils avaient rendez-vous pour le déjeuner. Rentré à leur domicile, Bernard ne trouve aucune trace de sa femme ni de sa voiture, une Austin grise. À la question des gendarmes lui demandant quel fait inhabituel aurait pu survenir les jours précédents, il se souvient d'un épisode inquiétant, 2 jours plus tôt. France avait repéré un homme en treillis semblant l'épier depuis la rue alors qu'elle jardinait. Il s'était ensuite approché, quémandant un verre d'eau qu'elle lui avait donné, peu rassuré. Ce même soir du 25 avril, Jean-Marie Ribert, chauffeur de taxi à Gap, décide d'arrêter sa Mercedes sur une aire d'autoroute pour s'y reposer avant de rentrer chez lui. 10 minutes plus tard, il est réveillé par un jeune homme en treillis, armé d'un revolver, qui le force à monter dans le coffre de sa propre voiture. Au moment d'y monter, il aperçoit brièvement dans la voiture supposée de son braqueur une jeune femme aux longs cheveux bruns et aux yeux fous de terreur, qui le regarde fixement. Choqué, Jean-Marie Ribert s'allonge docilement dans le coffre, pensant sa dernière heure arrivée, lorsque le jeune homme se ravise, vocifère qu'il n'a pas les clés et l'oblige à ressortir du coffre pour que Ribert lui montre comment fonctionne la Mercedes. Stupéfait, il s'installe derrière le volant, met le contact et, en une fraction de seconde, prend la décision qui lui sauvera la vie. Il démarre à toute vitesse, faisant hurler les pneus et déraper la voiture sous une pluie de balles. Il roule comme un dératé jusqu'au commissariat de Luce-la-Croix où, à l'écoute de son récit, les gendarmes craignent immédiatement que la passagère entreaperçue par Jean-Marie Ribière soit France Voudine, surtout après la description de la voiture, une Austin grise. Vers 23h30, une femme appelle les gendarmes,
Son compagnon, un médecin de 26 ans appelé Michel Astoul, n'est jamais rentré de l'hôpital de Sisteron, où il s'était rendu un peu plus tôt dans la soirée, au volant de son Opel. À 1h du matin, une patrouille retrouve l'Austin de Franz Woodin à l'entrée d'un chemin débouchant sur la nationale 85 à mi-chemin entre Sisteron et Château-Arnoux. Le moteur est encore tiède, la clé est sur le contact et aucune trace de France. Dès lors, les différentes brigades se coordonnent, persuadées que les deux disparitions sont liées. Michel Astoul devait obligatoirement passer par la nationale 85 pour rentrer chez lui et il s'y trouvait au même moment que Franz Woodin et son preneur d'otage. Ce dernier a sans doute dû délaisser l'Austin pour l'Opel du médecin. 1er mai 1987. La voiture de Michel Astoul est retrouvée sur le parking d'un restaurant à 5 km d'Annecy. Les gendarmes y retrouvent une sacoche dentalgique et d'antidépresseurs, sa carte d'identité ainsi qu'une carte de crédit à son nom. Ils passent le véhicule au crible, aucune empreinte, aucune trace de sang, comme pour celui de Franz Woodin. Mais qu'est-ce que l'homme entrayé a bien pu leur faire? C'est la question qui obsède les gendarmes. 18 octobre 1987. Le propriétaire d'une petite exploitation viticole se rend dans une de ses vieilles remises pour récupérer quelques tonneaux. Cela fait quelques mois qu'il n'a plus mis les pieds et il est donc très surpris d'y sentir, dès l'ouverture de la porte, une odeur abominable. Faisant quelques pas, il découvre, entre les fûts et le mur, un cadavre, encore en position de défense, le bras levé. Choqué, il s'enfuit et appelle les gendarmes de chez lui. La nuit est déjà tombée lorsque une nuée d'officiers débarque sur la propriété, tous munis de lampes torches. Et le spectacle qu'offre ce corps en décomposition n'en est que plus pitoyable. C'est un homme brun, portant un pantalon de jogging, au crâne défoncé et aux poches remplies d'antalgiques. Son visage est impossible à identifier, mais les gendarmes pensent immédiatement à Michel Astoul. Ils avaient peu d'espoir de le retrouver vivant, mais de le voir là, de l'imaginer se traînant dans ce minuscule espace peut-être suppliant pour sa vie, bouleverse tous les hommes présents. L'autopsie révélera qu'une balle a pénétré dans la mâchoire, balle du même calibre que pour André Castillo, et que le groupe sanguin correspond à celui du jeune médecin. Enfin, son frère reconnaîtra formellement ses chaussures. 24 octobre 1987. Souko, car c'est lui, bien sûr, qui continue de semer sa route de cadavres, de cambriolages et de vols de voitures, attaque une femme chez elle à Menton-Saint-Bernard. Claudine Cholet avait 40 ans. Il la viole, la défigure à coups de poing et lui tire une balle dans la tête. Ensuite, il vole ses bijoux et sa voiture, une Fiat Panda noire. 1er décembre 1987. Je cours. C'est ça maintenant ma vie? Courir et ne jamais m'arrêter. Je sais qu'on me recherche. J'ai tué encore et encore et j'ai violé ces femmes. Tout est vrai. Elles étaient jolies au début, mais après elles avaient toutes son visage à elles. En plus, j'aime bien rentrer chez les gens. Quand ils sont pas là, je me sers dans leur frigo, je m'installe devant la télé, parfois même je prends un bain. Je fais comme si c'était chez moi et que j'avais plus aucune raison de courir. Quand ils sont là par contre, je prends les femmes, j'humilie les mariés, j'emporte des trophées. Celle-ci, elle a saigné. Et je supporte pas ça. Elle m'a grugé en plus cette salope, elle a dit qu'elle s'appelait Brigitte et elle a fait semblant d'être gentille. Elle en a profité pour s'enfuir. Résultat, voilà, je dois encore courir. Encore. Mais personne ne m'arrêtera. Personne. Parce que j'existe pas. 27 janvier 1988. Une bagarre éclate dans une boîte appelée l'Or Bleu, dans le centre-ville de Toulon. Elle concerne 3 jeunes femmes, hôtesses dans un bar de la ville, l'Enfer, accompagnées d'un jeune homme aux yeux clairs et 2 malfrats du coin, José Alberti et Jackie Volpe. Le jeune homme, qui s'est présenté comme étant André, fréquente Carole, une des 3 femmes, depuis la veille. Nerveux, il s'emporte lorsque l'un des 2 malfrats, José, qui est tout justement le patron de l'Enfer, entreprend de draguer Carole. Mais José et Jackie, même passablement éméchés, ne sont pas des enfants de cœur. Le ton monte et José finit par écraser sa cigarette sur le visage d'André. Ce dernier se met alors à hurler,
Je vous tue tous! Avant que tout ce petit monde ne soit évacué vers la sortie par les portiers de la boîte. Mais la bagarre, à peine amorcée à l'intérieur du dancing, se poursuit sur le parking. José et Jackie décident de défoncer la voiture d'André à coups de pied, qui lui-même réplique en assommant José d'un coup de poing au visage. Et au moment où Jackie dégaine un couteau, bien décidé à venger l'honneur de son ami, André plonge dans sa voiture et ressort armé d'un flingue et tire 2 fois sur Jackie, qui s'écroule dans une mare de sang. Il démarre ensuite sans demander son reste, manquant de rouler sur sa victime, et disparaît dans la nuit. Lorsque la police débarque sur les lieux, le lourd passé de Jackie Volpe, un ancien tôlard, ainsi que celui des patrons de l'or bleu, fichés au grand banditisme, les convainc qu'ils sont en présence d'un simple règlement de compte entre truands. Ils collectent sur place des douilles de 22 longs rifles et interrogent José Alberti, qui peine à décrire l'agresseur dont il n'a gardé que 2 souvenirs, ses yeux d'un bleu glacial et son accent méditerranéen. Mais les 3 femmes, il les connaît, surtout Valérie, qui travaille depuis longtemps au bar de l'enfer. 28 janvier 1988, 9h du matin. À l'enfer, les inspecteurs Michel Morandin et Claude Ayazi trouvent la dénommée Valérie. Encore sous le choc de la soirée de la veille, elle ne se fait pas prier pour leur confirmer la tentative de meurtre d'André sur Jackie Volpe, vivant mais dans un état critique, et se montre intarissable sur ses nouvelles collègues, 2 sœurs originaires du Creusot, fraîchement débarquées à Toulon, Béatrice, 19 ans, et Carole, 17 ans. Elles logent dans un hôtel un peu minable du centre-ville, l'hôtel Prémar. Ce sont elles qui ont amené le fameux André au dancing. Il est depuis très récemment le petit ami de Carole, mais d'après Valérie, il est trop tard pour lui mettre la main dessus. Après le coup de feu, André a convaincu Carole de s'enfuir avec lui, tandis que Béatrice a décidé de faire ses valises et de rentrer au Creusot en train. 20 minutes plus tard, au 2e étage de l'hôtel Prémar. Police! Veuillez ouvrir, s'il vous plaît. Ici l'inspecteur Morandin. Nous voulons parler à Carole ou à Béatrice. Je suis Béatrice. Ma sœur n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? L'inspecteur Ayazi, voici mon collègue l'inspecteur Morandin. Pouvez-vous nous rentrer? Écoutez, je suis seule ici et j'ai un train à prendre. Ça va être long? Nous avons quelques questions à vous poser. Si vous collaborez, mademoiselle, vous attraperez votre train. D'accord, mais vraiment, je dois partir dans 10 minutes. Lorsque les 2 collègues pénètrent dans la petite chambre, ils sont surpris d'y voir une autre personne. Un homme aux yeux bleus portant un vieux blouson, l'air détendu, tout sourire. Vous venez de dire que vous étiez seul. Vous êtes qui, vous? Sortez vos papiers. Vous êtes sûr ou quoi? Ôtez-moi ce sourire débile de votre visage et filez-moi vos papiers. Tout à coup, le temps s'est comme arrêté. Expliquera plus tard Claude Ayazi. J'ai vu le sourire du type s'élargir, grotesque, jusqu'à ses gencives et j'ai regardé Michel. On s'est compris tout de suite. En face de nous, c'était André. J'ai pas réfléchi. J'ai hurlé en me jetant sur le gars, au moment où il plongeait la main à l'intérieur de son blouson, mais on a trébuché tous les 2 sur la valise de la gamine. Et je l'ai vu sortir l'arme et tirer, en plein dans le ventre qu'il m'a eu. Je suis tombé en arrière, mais au moment de me relever, j'ai pris une 2e balle dans la poitrine. Et je suis tombé sur le lit à plat ventre. C'est là que j'ai vu que Michel avait aussi pris une balle, apparemment dans la cuisse. Il a essayé de s'enfuir dans les escaliers en boitant, mais le type l'a suivi et j'ai entendu un autre coup de feu. Là, moi, j'y étais plus vraiment. Je voyais mon sang tremper les draps sous moi et je me sentais partir. Mais j'ai entendu Michel. Il criait, il suppliait pour que le type ne l'achève pas. Et puis... encore un coup de feu. Alors, je sais pas comment, mais j'ai réussi à me traîner jusqu'à la fenêtre. Et il était là, le salopard, dans la rue. J'ai sorti mon flingue, mais il était couvert de sang. Et j'arrivais pas à viser. 3 fois que j'ai tiré, mais je voyais tout noir. Alors, j'ai su que je l'avais manqué. J'ai prié pour Michel et puis plus rien. Le même jour, 10h30 du matin. Lorsque le juge Jean-Pierre Bernard arrive à l'hôtel Prémar, c'est une scène de guerre qui se joue devant lui. Des policiers de la PJ et de la Sûreté, le commissaire divisionnaire, le procureur, le maire, des journalistes, ça grouille de monde. Et ce monde est dans une fureur noire. On l'informe qu'un peu plus tôt,
Morandin et Ayazi ont été évacués avec des blessures graves, mais que Morandin n'a pas survécu. Le quartier a été bouclé par les collègues des deux inspecteurs et ils constatent que chaque membre des forces de l'ordre présent tient son arme à la main, les traits déformés par la haine, celle du tueur de flics. Son adresse est désormais connue. Elle vient d'être dévoilée par Béatrice, retrouvée roulée en boule dans la salle de bain, mais aussi par Carole qui se cachait au volant de sa propre voiture, garée un peu plus loin dans la même rue. André loge au 42 rue Nicolas Logier. Aussitôt, les hommes de la sûreté s'y ruent, talonnés par le juge Bernard. Ils y trouvent un spectacle déroutant car, si l'appartement a été abandonné, les empreintes du tueur aux yeux froids sont partout. Sur un monceau de sacs en plastique, un casque de moto, des baskets, des valises, un piolet, des sacs de sport, 22 montres, un tas de lunettes de soleil, des portefeuilles, des perruques et une multitude de clés de voiture et d'habitation. Et des armes. Un pistolet calibre 6,35, une carabine, 118 étuis de calibre 38, des boîtes de cartouches de 22 longs rifles, un fusil à canon scié, un poignard et une machette. La propriétaire, dont le logement a été envahi par les flics, répète en boucle qu'elle connaissait son locataire sous le nom de Kurt depuis octobre 1986 et qu'il avait alors affirmé être artiste peintre. Calme et poli, il n'avait posé aucun souci, au contraire, le loyer était toujours payé d'avance. Craignant un dérapage, le juge Bernard retire l'affaire à la PJ de Toulon pour la confier au SRPJ de Marseille, lequel, après avoir écroué les sœurs Carole et Béatrice, part sur l'hypothèse d'un légionnaire déserteur. L'accent étranger, le physique musclé, l'habitude des armes, les différentes cartes d'identité, tout semble coller. D'ailleurs, sur plusieurs cartes d'identité figure le même jeune homme, tantôt blond, tantôt brun, mais aux yeux laser, et un même nom, André Colin. Mais sur André Colin lui-même, rien. À part la marque de sa voiture, une Alfa Romeo grise immatriculée dans le 73, Dixit Carole. 30 janvier 1988, 11h. Je suis fatigué. Quand je suis fatigué, je fais des conneries. J'ai braqué un pompiste près du lac Clément. J'ai tiré 2000 balles, mais j'ai été obligé de changer mes plaques un peu plus loin. Des gendarmes m'ont vu et j'ai sorti mon arme. Quelle bande de débiles. À courir comme des petites marionnettes. Mais moi, je suis pas un guignol, moi. Je les ai semés. Par contre, j'ai dû laisser la voiture et dans la voiture, il y avait mon 22 long rifle, fusil à canon scié et mes munitions. Et ça fait drôlement chier. C'est à cause d'eux que j'ai pris cette femme en otage. Elle était gentille, elle parlait bien et pas chieuse en plus. Avec sa voiture, elle voulait bien me conduire jusqu'à Berne. Et puis cette bagnole de flic nous a dépassés et elle a pilé net devant nous. J'ai hurlé que j'allais lui trouver la cervelle, alors ils nous ont laissé passer. Je m'en foutais bien, moi, de lui coller une balle dans la tête à cette fille. Arrivé dans les faubourgs de Berne, un barrage nous attendait. Et là, je sais pas ce qui lui prend à cette conne. Elle ouvre sa portière et saute de la voiture. J'ai pas eu le temps de redresser le volant, la voiture s'est écrasée dans une palissade. Ma tête a cogné fort contre le tableau de bord, mais j'ai quand même réussi à sortir et à courir vers la forêt. J'ai marché des heures et puis je suis tombé sur une gare d'autobus. Là, je suis dans un bus et quand je vais en sortir, quelqu'un va payer. Et cher. « 31 janvier 1988, 2h du matin. La police bernoise est sur les dents. Un peu plus tôt dans la soirée, un homme brun aux yeux bleus s'est introduit au rez-de-chaussée d'un immeuble et agressé une jeune fille de 16 ans, Béatrice, qui attendait des amis. Planqué dans l'appartement, il a attendu leur arrivée, les a attachés, violé 2 invités et fini par frapper violemment Béatrice au visage, lui brisant le nez et les dents. Après avoir pris une douche et volé des vêtements, il a disparu laissant les otages à leur sort. Les adolescents ont fini par se détacher les uns les autres et appeler la police ainsi qu'une ambulance. En vérité, Succo est déjà loin. Il a réussi à rejoindre la frontière italienne et via Milan, rentre sur Venise. Février 1988. Le juge Bernard tape du poing sur la table. La SRPJ de Marseille refuse de collaborer avec la gendarmerie. Or, lui-même est arrivé à rapprocher plusieurs affaires, de sources multiples qui pourraient être imputées au fameux André.
Il décide donc d'organiser une grande réunion de travail entre policiers et gendarmes, lors de laquelle sont épluchés des dizaines de procès-verbaux, une centaine de preuves, des témoignages en pagaille, qui finissent par mener à un seul suspect, un homme aux yeux bleus, à l'accent sans doute italien, se faisant appeler André ou Kurt. Il diffuse donc en France et en Suisse un avis de recherche reprenant plusieurs photos du tueur. C'est alors qu'une jeune fille de 16 ans, appelée Sabrina, repère l'avis de recherche et décide, sur les conseils de son psychologue, de pousser les portes du commissariat d'Aix-les-Bains. Ce garçon, elle le connaît bien, c'est son ancien petit ami, Kurt. Elle l'a rencontré à Toulon, fin août 1986. Charmeur, il s'était présenté comme vendeur de gadgets d'origine britannique et n'avait pas lésiné pour la séduire. Restaurants, spectacles, musées. Gentil, timide, il venait la voir tous les samedis après-midi et lui téléphonait 2 fois par semaine. Il ne buvait pas d'alcool, ne prenait pas de drogue, lui apportait des fleurs. Bref, le petit ami idéal. Au bout de quelque temps, il lui avait avoué être un espion et travailler pour un gouvernement étranger. Mais après une violente altercation en italien avec un autre conducteur en présence de la jeune fille, il avait craqué et avoué qu'il venait d'une petite ville près de Venise, qu'il avait poignardé ses parents et s'était échappé d'un asile psychiatrique. Devant l'air effrayé de Sabrina, il était revenu aussi vite sur sa confession et avait repris ses élucubrations d'agent secret, puis de trafiquant de voitures, ce qui lui parut plus proche de la vérité car elle l'avait vu conduire de nombreuses voitures différentes. À la fin du printemps 1987, il s'était même mis à porter un revolver. Sabrina avait commencé à se lasser de son petit ami mythomane et ne s'en cachait pas. Lorsqu'un soir, Kurt l'avait emmené dans une grange abandonnée, l'avait ligoté et tenté de l'étrangler. Pour jouer. Traumatisée, elle avait rompu peu de temps après, en novembre 1987. Au fil de leur interrogatoire, les policiers, enfin munis de dates et de lieux précis, reconstituent l'emploi du temps du fugitif et comprennent enfin pourquoi l'homme n'a jamais vraiment quitté la région. Il semant la violence et la dévastation. Il était bien obligé de revenir toutes les semaines pour voir Sabrina. Il décide de contacter la police italienne en leur demandant de chercher dans leur dossier le profil d'un jeune parricide vénitien évadé d'un asile psychiatrique et leur réponse est quasiment immédiate. Ils ont bien un parricide condamné à 10 ans de prison et en cavale depuis 1986. Son nom, Roberto Succo. Les empreintes relevées rue Laugier correspondent. Ils connaissent enfin l'identité du violeur, du tueur de flics, du cambrioleur. Un mandat d'arrêt international est donc délivré au nom de Roberto Succo le 10 février 1988. Et la police suisse, à son tour, obtient de comparer les empreintes relevées rue Laugier avec celles de plusieurs de ses affaires, le braquage du pompiste, la prise d'otage des adolescents. Ça colle. 8 février 1988. J'erre dans les ruelles d'une ville que je connais trop bien. Venise pue. Venise pue en février. Elle sent la vase et j'ai tout le temps froid. Mais je l'ai vue. Une belle fille aux cheveux longs, bruns, qui se baladait. Campo Santa Marina. Elle s'appelle Francesca et elle va encore au lycée. On a parlé longtemps et elle a accepté que je la raccompagne en train jusqu'à chez elle, à Conegliano. Francesca est merveilleuse. Elle veut bien que je vienne la voir tous les jours. Elle sera à moi. 13 février 1988. Tous les journaux du pays affichent le visage de Succo en une. Et alors qu'il sort d'une visite à Francesca, Succo tombe sur sa propre photo. En réalité, un mur de photos dans un kiosque à journaux. Sans perdre une minute, il s'enfuit à moto. Mais à l'instar de toute l'Italie, les habitants de Conegliano ont découvert le visage du meurtrier, dont les parents de la jeune Francesca qui reconnaissent immédiatement le garçon qui courtise leur fille. Les policiers décident donc de se planquer dans les environs de leur maison, autant de temps qu'il le faudra pour mettre la main sur le fou aux yeux de glace. 26 février 1988, 21h30. Dans une ruelle de Conegliano, une ombre progresse lentement. Il n'a pas résisté. Il est venu chercher Francesca, de gré ou de force. Il se doute bien que la maison est surveillée, mais il réussira à passer. C'est un fantôme.
Il n'existe pas. Quand 2 policiers foncent sur lui et le plaquent au sol, il se débat et hurle. Francesca! Francesca, où es-tu, Mani sulla Francesca? testa! Sei tu Roberto Succo? C'est André Collin, je suis français. Je connais pas de Roberto, lâchez-moi, vous me faites mal. Francesca, je t'aime! Francesca! La cavale de Roberto Succo est terminée. 27 et 28 février 1988. Interrogé par un inspecteur durant des heures, Succo parle. D'ailleurs, il ne fait que ça. Il déroule la liste de ses viols, de ses meurtres, avec force détail. Il fanfaronne, il explique même avoir enlevé et gardé avec lui une femme durant 1 mois, qu'il a fini par tuer et balancer dans la mer. Elle lui avait dit s'appeler France. Mais le lendemain, en face du substitut du procureur, c'est une toute autre histoire. Il réaffirme s'appeler André Collin, parle à nouveau en français et clame qu'il est un prisonnier politique. Il nie en bloc ses confessions de la veille, pleure sur sa chaise. Sans surprise, il est toutefois inculpé et emmené en prison. Devant le parterre de journalistes qui le mitraillent à la sortie du palais de justice, il se met à sourire et leur fait même un clin d'œil. Une journaliste présente dira « Vidi il diavolo ». J'ai vu le diable. 9 mars 1988, 20h. Chez les Astoul, on dîne toujours devant le JT. Ce soir-là, quand son mari arrive à table, Francine est écroulée sur une chaise, les yeux rivés sur l'écran de la télé. Sur l'écran, un homme presque nu se balade sur un vieux toit en tuiles. Les images ont été prises bien plus tôt. À cette heure, à Aix, il fait nuit. Mais cet homme-là, même filmé à distance, il le reconnaît instantanément. C'est le meurtrier de son fils. C'est Succo, là, sous ses yeux, qui gambade sur un toit, seulement vêtu d'un slip blanc. La voix du présentateur retentit. Aujourd'hui, juste après le déjeuner, Roberto Succo a réussi à échapper à la vigilance de ses gardiens en gagnant le toit de sa prison de Trévise, où il est détenu depuis la semaine dernière pour une série de graves délits commis principalement en France et en Suisse. Sur l'écran, Succo qui s'est rhabillé harangue la foule qui n'en perd pas une miette. Certains acclament même ce beau garçon athlétique qui n'a l'air d'être là que pour les distraire. On le voit se suspendre à un câble électrique et y faire quelques tractions, visiblement ravi de se donner en spectacle, mais au moment de remonter sur le toit, soudain il perd pied et chute d'une dizaine de mètres. C'est là que Francine s'ébroue, enfin sortie de sa torpeur hypnotique, et qu'elle éteint la télé. J'espère qu'il est mort. Et elle part en cuisine, chercher son rôti. 20 avril 1988. Après avoir soigné Succo de sa chute mémorable, 4 côtes cassées, une luxation de l'épaule, et l'avoir enfermé à l'isolement, la justice italienne déclare qu'elle refuse d'extrader le multirécidiviste vers la France où les familles de ses victimes espéraient pourtant un procès public. Transféré à la prison de San Pio de Vicenze, Succo est sous surveillance étroite, 24 heures sur 24. Diagnostiqué schizophrène, paranoïde et entend des voix. Il est mis sous tranquillisant, déclaré encore une fois irresponsable, et le directeur lui annonce qu'il va être transféré d'ici quelques semaines dans un établissement psychiatrique. À cette annonce, il se met à hurler et tente de se jeter la tête la première contre les murs. On lui enfile une camisole de force. 23 mai 1988. Elle est trop ne pas être, c'est ça le problème. Quand on ne croit plus en rien, il faut quand même bien trouver autre chose. Sinon c'est la fin de tout et tôt ou tard on doit tous mourir alors. Mama, c'est toi? Tout ce bruit dans ma tête, c'est insupportable. Je ne retournerai pas à l'asile. Jamais. Mama, ne crie pas, j'ai mal à la tête. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Quelques heures plus tard, à 23h, un gardien le retrouve inanimé dans sa cellule. Il s'est suicidé avec une cartouche de gaz butane qu'il a ouverte dans le sac plastique dont il avait recouvert sa tête. Avec sa mort, se clôture définitivement le dossier d'inculpation, ainsi que les attentes des familles des victimes, qui ne recevront jamais la justice à laquelle ils aspiraient.